Moi, pour que Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Gabriel Attal, Édouard Philippe, la liste est longue comme le bras. Tu vois, pour que toute cette fine équipe, pour que je les croie sur parole, première condition, qu'ils ferment leur gueule. Moi, je ne crois rien qui sonne à partir de cet égout. Alors rien. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast pour la chaîne Omerta Expression Libre. Alors juste avant que je vous présente notre invité que vous connaissez bien, je vous rappelle que le dernier numéro notamment célèbre pour mademoiselle Barbara Butch ou madame, je ne sais pas, mais en tout cas vous pouvez toujours vous le procurer en kiosque et sur notre site. Et donc comme je vous le disais, aujourd'hui on a un invité que vous connaissez bien, Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Salut Rodolphe, ça va ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui on va... Et je salue nos amis d'Omerta parce que suite à au numéro dans lequel j'ai eu l'honneur de pondre un petit papier, Omerta est devenu pas encore aussi célèbre qu'il le mérite, mais je remercie Mademoiselle Barbara pour être notre attachée de presse du moment. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment, à mon avis, capital, notamment pour l'élection de 2027, qui est le bloc central, qui est un sujet d'actualité, mais un sujet aussi historique. Donc je pense que ça va être intéressant d'avoir ton point de vue dessus. Et place quand même à l'actualité. On a eu, vraiment dans les minutes qui précèdent cet entretien, cet arrêté d'expulsion à l'encontre de Ksenia Fedorova. J'ai envie de dire, point final de cette cabale qu'on a connue il y a quelques semaines, où on a vraiment vu cette synergie du centre qui gouverne mal, mais qui se défend bien, avec le gouvernement, les institutions et les médias. Et on voit que c'est une machine qui marche bien quand même. Alors, est-ce que tu te rends compte que c'est les mêmes gens qui hurlent et qui se planquent et qui utilisent le droit européen en veux-tu en voilà pour nous empêcher d'expulser des violeurs, des délinquants, des machins, etc. Là, ça y est, prends ça Poutine, c'est-à-dire on a chopé... Enfin, la prochaine, c'est qui ? La prochaine, c'est qui ? C'est la serveuse d'un des derniers restaurants russes où on casse la vaisselle dans le 11e arrondissement. Parce qu'à la fin, ça va finir comment ? Parce que quand tu vires des agents, je rappelle que Charles Pasqua avait expulsé plus d'une centaine de diplomates américains pour espionnage. C'est la dernière grande expulsion de diplomates de l'histoire de France. Il y a ingérence et ingérence aussi. Il y a ingérence et ingérence. Bon, déjà, il y a les bons, il y a les mauvais, mais Pasqua, lui, il avait pas de lunettes, il avait mauvaise vue, donc lui, il tapait en large spectre. Et si tu veux, un agent, c'est quelqu'un, en effet, qui agit, certes, la palissade, mais qui agit de manière relativement discrète. Que Fedorova, elle n'a jamais caché ses avis. Elle n'a jamais eu d'activité secrète, elle n'a jamais eu d'activité nuisible. Si tu veux, ça y est, ils ont une petite victoire parce qu'ils peuvent faire que ça, ce qui veut dire détourner les moyens de l'État pour quasiment un règlement de compte interpersonnel. C'est laid comme pas deux. Et de l'autre côté, on va utiliser cette affaire dans un cadre personnel parce qu'elle fait partie, de toute évidence, des informations que nous avons du premier cercle de la personnalité de Vincent Bolloré. Donc, on vise Bolloré à travers. Tout ça pourquoi ? Pour des avis qui, certes, sont pro-russes. Mais comme il y a des avis pro-Ukraine mais comme il y a des avis pro-ukrainiens partout, où là, par contre, on n'enquête pas. Moi, quand je vois le double discours de certains militaires de plateau, je pense, on va être très clair, je pense à Yakovlev, et qu'on se renseigne sur les liens de Yakovlev avec l'Ukraine, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à trouver et qui justifient un discours sur LCI et un discours ailleurs. Tu comprends ? Ou sur d'autres conflits, où là, il ne prend pas du tout la même grille de lecture. Parce que Yakovlev sur l'Iran et Yakovlev sur l'Ukraine, oui, c'est un front renversé. C'est pas le même homme. Mais maintenant que Zelensky a voulu mixer les deux conflits, je vais voir comment il va s'en sortir. Tu vois ? Or, là,
ça, si tu veux, tu as cet aspect détournement de l'action publique. Tu as cet aspect lâcheté. Et tu en as un troisième, qui est dramatique. Où avez-vous appris la stratégie ? Admettons, allez, on valide l'échiquier débile, Poutine est notre ennemi. Nous, on a zéro intérêt là-dedans. C'est grâce à l'Union européenne qu'on n'a pas de Canadair et au fric qu'on donne à l'Ukraine. C'est tout. Tu vois, donc pour l'instant, les bienfaits de l'Ukraine pour nous, c'est un attentat à Monaco, les feux de Gironde. Bon, ok ? Mais allez, on valide. Vous coupez le dialogue avec l'ennemi en temps de guerre ? Donc vous coupez la principale arrivée d'alter-analyse et donc de renseignement ? Vous avez appris ça où ? Ce que même les États-Unis n'ont pas fait avec l'Iran, par exemple. Les Américains sont pas assez cons. Les Américains peuvent être des brutes. Mais c'est des gens sérieux, quoi. Peuvent être des brutes, mais ça reste des gens sérieux. Et que les Européens pour faire ça. Mais vous vous rendez compte que là, on est au niveau plus grave que le burlesque de l'interdiction des Russes de concours canin ? Parce que là, pour l'instant, vous n'étiez que ridicule. Là, maintenant, vous êtes en plus contre-productif. C'est-à-dire, même dans votre narratif à vous, plus rien ne colle. Surtout que je vais vous dire comment ça va se terminer. Là, vous commencez à peine à vous rendre compte que, certes, vous jouez les fous du bus sur la scène internationale, mais il n'y a pas de tolérance obligatoire aux fous du bus. De moins en moins, en tout cas. Et de moins en moins. Donc là, vous avez fait les marioles en mettant près d'une quinzaine d'entreprises chinoises sous sanctions. Vous avez pris en 24 heures le retour de bâton. Donc là, vous allez rentrer la queue entre les jambes. Eh bien, le retour de bâton de l'affaire Fedorova, ça va être que dans les mois à venir, s'il y a un raidissement sur Taïwan, s'il y a un problème quelconque en Afrique, s'il y a quoi que ce soit qui dérape au Moyen-Orient, en plus de ce qui dérape déjà, eh bien les équipes de France 24 seront certainement expulsées. Bravo. Vous avez fait exactement, vu que je vous rappelle que dans la géopolitique actuelle, d'avoir des chaînes internationales d'infos en continu et en langue vernaculaire est une arme. La France est détentrice de cette arme. Oui, bien sûr. Et gloire à elle de l'avoir fait. Tout le monde n'y arrive pas. C'est pas l'arme la plus difficile à avoir. Hein. Mais bon, vous êtes en train de la saboter vous-même parce que en terminant l'affaire RT, qui était une connerie, mais de A à Z, et vous êtes en train de la terminer en vous attaquant à une individualité, c'est-à-dire que là maintenant, vous êtes tous contre elle, vous auriez voulu l'auréoler d'un aura de martyr, ça aurait pas été pire. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes RT. RT qui a été la chaîne des Gilets jaunes. Il faut quand même rappeler à quel point, à l'époque, on a un consensus des chaînes de télévision, des journaux, relativement, j'ai envie de dire, défavorables vis-à-vis des Gilets jaunes. RT a explosé grâce aux Gilets jaunes. Mais c'est pour ça qu'on y passait tous à l'époque. Exactement. Et dans l'arrêté qu'on vient de connaître, j'aimerais avoir ton avis sur cette phrase. Donc, une des motivations de cet arrêté, saper la confiance des citoyens européens et notamment français envers leurs institutions. Donc là, on a une bascule, là, c'est total. Alors, déjà, tu remarqueras européen et notamment français. Ouais. Donc, si tu veux, là, on est dans ce que j'appelle l'expropriation culturelle. D'accord, hein, c'est-à-dire le projet de francocide ne peut pas être plus clair que ça. Oui, d'accord. Okay. Mais maintenant, j'ai envie de dire, même dans tous les discours, c'est l'Europe, puis la déclinaison française. Voilà, tu vois, à croire que Macron fait écrire ses discours par de la droite radicale. Parce qu'avant, il y avait que les Nasbrock qui faisaient ça. Hein. Mais le problème, c'est que saper la confiance dans les institutions. Bien. Au passage, l'effondrement de la confiance dans les institutions en France date de bien avant l'ouverture d'RT, l'arrivée de Fedorova, de CNews, etc.
à un moment, il faut arrêter de violer la logique. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait voir que le mur est lézardé et va te tomber sur la gueule que c'est lui qui a fait les lézardes dans le mur. Le mur est lézardé, point. Parce qu'il est de mauvaise qualité, parce qu'il n'a pas tenu, parce que tu ne l'as pas entretenu. D'accord ? C'est pas la faute de celui qui te fait voir ce qui va t'arriver. Donc là, il ressuscite un vieux problème français qui est de neutraliser le sonneur de tocsin plutôt que de neutraliser l'incendiaire. Vieux problème français. Et sur lequel, vu qu'ils nous connaissent par cœur, ils savent parfaitement appuyer. Et de l'autre côté, vous pouvez virer Fedorova, vous pouvez virer qui vous voulez. La seule raison pour laquelle les gens refusent de vous croire sur parole, c'est que vous ouvrez votre gueule. Moi, pour que Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Gabriel Attal, Édouard Philippe... Oh, la liste est longue comme le bras. Tu vois, pour que toute cette fine équipe, pour que je les croie sur parole, première condition, qu'ils ferment leur gueule. Moi, je ne crois rien qui sonne à partir de cet égout. Mais alors, rien. Tu vois ? Je veux dire, il me donne le temps qu'il fait et l'heure, j'y crois pas. D'accord ? Donc, c'est vous qui avez... Le problème, c'est que les institutions sont détruites par les hommes qu'on met dedans. Toujours. Les citadelles, quand elles sont prises de l'intérieur. Civilisationnellement. Tu vois ? L'assaut médiéval, enfin, l'assaut du Moyen-Âge tardif, puisque c'est au Moyen-Âge tardif qu'arrive la poudre, si tu veux, c'est très romantique, mais ça flingue des châteaux de province. Une civilisation, c'est plus épais que ça. Une civilisation, ça tombe de l'intérieur. Mais justement... Ces institutions, vous les avez tuées vous-même, et après, ça va être haro sur la Ruskov, mais ensuite, dans quelques mois, ce sera quoi ? Ce sera Mandarin TV. Puisque quand ce sera plus sa faute à elle, ce sera la faute des Chinois. Oui, mais à force d'épuiser et après, ce filon... ça va être la faute. Et après, ça va être la faute de qui ? Ça va être la faute du restaurateur hindou local. Ça va être la faute. Non, des agents intérieurs. On a eu cette magnifique expression qui est arrivée d'ingérence intérieure. Nous, c'est notre faute perpétuelle, tu vois. Je pense que Pierre-Yves, tu fais partie du haut de la liste. Je ne sais pas si tu vois gentil, quelque chose. Pour moi. Non, mais en tout cas, ça participe quand même d'une ambiance. Qu'on peut trouver, on en rigole jaune pour le coup de cette ambiance. Loi des suspects, oui, bien sûr. Exactement. Là, le principe, la notion d'ingérence, après on a eu un tragico-comique avec Madame Agnès, vous savez, la députée LR, qui disait ne pas avoir lu le compte-rendu. En fait, on a sorti des extraits vidéo, elle savait pertinemment ce qu'elle faisait. Et là, on voit quand même un bloc central qui, à mesure que ses troupes se réduisent, et que j'ai envie de dire, sa base de légitimité, tu viens de le mentionner, et même électorale est en train de se réduire. Là, ils sont vraiment en train de montrer les crocs et d'agir de manière autoritaire dans le sens le plus négatif du terme, en fait. Mais ils font ce que la bourgeoisie française sait faire quand elle se retrouve en défaut. C'est-à-dire qu'ils tapent comme des sourds. Le contresens le plus violent de l'histoire de France, c'est de croire à la violence populaire française. J'en parlais avec un jeune homme dans le métro. Il dit oui, mais quand les Français s'énervent, quand les Français s'énervent au maximum, c'est 11 000 décapitations en 14 mois. C'est ce que vous appelez la terreur, qui est un mythe historique, mais peu importe, on n'a pas le temps. Quand la bourgeoisie s'énerve, c'est 50 000 ouvriers en 7 jours. Tu parles de la commune, bien évidemment. Donc tiers... Donc, la vraie violence en France, historique, et c'est d'ailleurs nos tentatives de violence interne, quand tu vois le côté biknit qu'a lieu l'épuration de 45, en réalité il se passe quasiment rien, et où les Belges, d'accord, font mieux que nous en volume et en valeur. C'est-à-dire qu'ils font mieux que nous en pourcentage, mais ils font mieux que nous en nombre. On est passé derrière les Belges, pour te dire l'étendue du problème. Or, nous, peuple trop gentil et malheureusement catholique jusqu'à la caricature, même s'il ne se l'avoue pas lui-même, la vraie violence en France, elle est bourgeoise. D'accord ? La vraie violence en France est bourgeoise. Si Mitterrand arrive à épurer les médias et la culture comme il le fait en arrivant, c'est parce qu'il a cette violence de la gauche bourgeoise derrière lui.
Si Giscard arrive à monter des polices politiques, c'est parce qu'il a de qui tenir en tant que fils de l'un des chefs de la collaboration économique. Quand tu vois tous les mythes à la con qu'on raconte sur le sac n'a pas fait le 10e de ce qu'on a accusé. Et le pire, c'est qu'on ne peut que le regretter. C'était de l'artisanat, on va dire, quasiment à côté. Mais c'est vraiment, si tu veux, parce que nous, on n'a pas cette culture de la purge. Les Anglais sont comme nous. Il y a des peuples européens qui ont cette qualité. Les Allemands, c'est une qualité que je leur reconnais. Les Russes l'auraient, mais le problème, c'est qu'ils savent commencer, mais ils ne savent pas s'arrêter. Donc, tu vois, ils ont... Et ça, c'est intéressant, parce que... Et tu vois, nous, non. Parce que c'est... Et c'est ça, c'est là-dedans qu'on entre. Bien sûr. Parce qu'ils vont taper comme des sourds. Mais là, tu fais cette filiation qu'on a connue aux Gilets jaunes, qu'on a connue avec les paysans, ces centaures envoyés, quelle symbolique... catastrophique. Donc là, tu vois vraiment, pour Bien toi, sûr. il y a une continuité du bloc central depuis 2 siècles. Totalement, pour une raison qui est très simple. C'est quoi le bloc central ? C'est le résultat de la trahison par les bourgeois de la Révolution. D'accord ? Du parti bleu, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire, peu importe ce que vous, prolos, vous avez entendu, nous, c'est là où il faut être subtil. 1789, et je ne fais pas de distinction entre 1789 et 1793, c'est pas le propos. Tu prends tout d'un bloc ? Je prends tout d'un bloc. La Révolution française n'est pas une révolution bourgeoise. En elle-même, la Révolution française est utilisée et est vue différemment par les groupes sociaux qui y participent. Exactement. Tu rejoins les thèses d'Henri Guillemin là-dessus, qui revenait sur cette analyse. Totalement. Moi, je n'ai jamais cru à la Révolution comme révolution bourgeoise. Lui parlait de circulation des élites, mobilières et immobilières, aristocratie. Parce que si tu veux, à mes yeux, le peuple, lui, comprend depuis un long moment que la monarchie n'arrive pas à faire, et c'est les affaires d'élite justice de Louis XV, la monarchie n'arrive pas à finir d'écraser la féodalité. C'est-à-dire, on n'arrive pas à moderniser. Ce qui est la grande tâche du roi de France depuis les Capétiens. Qui a pris différentes formes, le Parlement, les seigneurs féodaux. Qui a pris différentes formes, mais, si tu veux, par ce lien direct souverain-peuple, c'est tout simplement de faire rouler le pays. Et là, ça bloque. Ça bloque. Pour des tas de raisons géopolitiques, extérieures, économiques, ça bloque. Et le problème, c'est que les partisans, en réalité, déjà de la rente bourgeoise, ce qui est le cas de Turgot, vont gripper encore la machine. Certains vont essayer de s'interposer. D'Aguesseau, Necker. Trop tard. Et à un moment, pour dérouiller, au sens strict, dérouiller, enlever la rouille, tu vois, la machine ouais. Tu vois, il va falloir que le peuple aide le souverain. Une large partie de la Révolution française dans ce qu'elle a de populaire, c'est ça. Personne ne veut la peau de la monarchie à ce moment-là. Louis XVI va faire de terribles erreurs qui viennent de sa sensibilité personnelle. Qui n'est pas méchant, tu vois. Au contraire. Bien sûr. Au contraire, mais c'est son excès de douceur qui va lui faire des conneries, plus l'influence de Marie-Antoinette, il faut être très honnête. Mais tu vois, il va pas clouer lui-même son cercueil. C'est pas Nicolas II. Tu vois, faut dissocier les deux histoires. Or, le problème, c'est que la bourgeoisie, elle veut deux choses. Elle veut les biens du clergé d'abord. Parce que, si tu veux, toujours aller à l'essentiel. Fin du 19e siècle, ça sera sous une autre forme. Et elle veut le maintien des privilèges. Pourquoi ? Parce que le bourgeois français, c'est le plus privilégié de tous, et ce depuis le Moyen-Âge. C'est la classe la plus privilégiée, vu que le roi de France va utiliser les privilèges du bourgeois pour justement faire cette charge de modernisation qui l'oblige à écraser la féodalité. Tu vois ? C'est les franchises de ville qui commencent dès les années 1100, Étienne Marcel. Tu vois ? Oui. Donc, si tu veux, le bourgeois français, en réalité, il se plaint des privilèges, tout simplement. Il se plaint des privilèges des autres. Tu comprends ? Mais à un moment, le reste du tiers-État, parce que les bourgeois ne sont qu'une partie du tiers-État, cette partie populaire, plus le bas clergé, qu'on oublie toujours, mais qui soutient la Révolution, à un moment demande des comptes à la bourgeoisie. C'est là que naît l'extrême-centre. C'est non, oui, on a vécu la même chose, mais vous ne l'avez pas compris.
Et comme c'est moi qui dis ce que vous avez vécu, tu le reconnais ce discours? C'est moi qui dis ce que vous vivez. Discours du bourgeoisisme depuis 2 siècles en France. Ce que nous vivons est, ce que vous vivez peut-être. D'accord? Et le souci, c'est que c'est nous qui allons écrire l'histoire de la Révolution. Et maintenant que la Révolution ne nous sied plus, c'est eux qui vont créer la légende noire, c'est eux qui vont créer Darien, c'est eux, par exemple, qui vont salir Robespierre. Avec Danton, l'opposition Danton. Évidemment. Danton, c'est eux qui immense vont... corrompu, Non, mais d'ailleurs. immense corrompu, puis c'est eux qui vont inventer ce mythe génial, les Girondins qui ont voulu la paix. C'est les Girondins qui font le dérapage militaire de la Révolution. Et le pire, c'est qu'ils vont le faire comment? Ils vont utiliser quoi? Le Premier Empire. Parce que Napoléon sédimente certains délègues de la Révolution et les sauve, cas typique les biens du clergé par exemple. Et la bourgeoisie fait le dos rond, elle va se refaire pendant ce temps-là parce que c'est elle qui va être les fourriers de l'Empire. Elle fait des mariages aussi, il y a énormément de mariages avec l'ancien régime et aussi une nouvelle partie de la bourgeoisie. Elle va faire ce que Pierre Miguel, le grand historien républicain, malheureusement oublié à tort, c'est un homme remarquable, a appelé dans son ouvrage les aristos, c'est-à-dire qu'ils vont finir de digérer l'ancienne noblesse de robe. Souvent par mariage, et le pire, c'est que c'est les bourgeois qui amènent la dot, parce que c'est eux qui ont le pognon. Les autres amènent des rangs, on achète des titres, on change de nom, alors qu'en réalité, tout ça n'est que le dernier chic de la société bourgeoise. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que c'est intéressant et qu'il faut toujours revenir sur cette genèse, parce que notre 19e siècle, c'est notre archaïque. Totalement. Je pense qu'il y a un changement anthropologique sur énormément de points. Bien sûr. Le 19e siècle, c'était Jean Vioula, qui est un philosophe qui est trop peu méconnu, malheureusement, qui expliquait qu'il y avait plus... Qui est difficile d'accès aussi. Qui est difficile d'accès, tu as raison, mais qui expliquait qu'il y avait plus, de ressemblance entre un paysan du XVIIe siècle et un paysan sur Virgile qu'entre un paysan du XVIIe siècle et un paysan du XIXe siècle. On Totalement. a des chamboulements sans commune mesure au XIXe siècle. Et c'est pour ça que le XIXe... C'est le grand siècle de la modernité. Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant que qu'on revienne sur ce point, parce qu'on va avoir de grands historiens qui vont revenir sur cette prise de pouvoir de la bourgeoisie, comme tu l'as très bien dit, qui se fait sur ce mythe de l'assentiment populaire. Mais en réalité, dès le départ, il y a du suffrage censitaire. D'ailleurs, on y revient par le fait que l'abstention, c'est un suffrage censitaire en réalité, l'abstention. Une partie des classes populaires se désintéresse de la politique. Alors, selon toi, est-ce que... Parce qu'on leur apprend tous les jours qu'ils sont trop cons pour s'en occuper. Exactement. Donc, est-ce que tu penses justement que les moments où on retrouve un lien entre le souverain et l'appui populaire, moment très capétien qui a été quelque part de Gaulle, avec 1962, suffrage universel, est-ce que tu penses qu'on revient un peu dans une période... qui ressemble en tout cas. Si tu veux, à chaque fois que tu as eu... L'un des grands problèmes de la France, c'est que si tu veux, le bourgeois va faire vivre pendant 2 siècles la France sa comédie psychologique. Personne n'en a parlé comme Balzac. Personne n'en a parlé comme Balzac. Pourquoi ? Parce qu'il y a une spécificité du bourgeois français. C'est qu'il ne va pas trouver sa place entre la société de l'honneur que nous lègue l'Ancien Régime, et qui est totalement romaine, valeurs aristocratiques, etc. Et le génie populaire qui, en France, est pléthorique. C'est-à-dire, il est écrasé entre les deux. À cause de quoi ? À cause du modèle égalitaire français. Alors parfois, il a des oscillations, on peut dire, parce que par exemple, il faut quand même mentionner qu'une partie des officiers morts lors de la Première Guerre mondiale sont d'extraction bourgeoise. Totalement. Non, mais, et ils ont parfois aussi donné. Non, mais non, mais c'est pas du tout un jugement moral. Exactement. Si tu veux, il y a une épopée de la bourgeoisie. Parce que c'est quand même eux qui ont porté la modernité, quoi qu'on en pense. Donc, c'est en mal, en bien, mais c'est quand même eux qui l'ont porté. Exactement. Donc, on leur doit ça. Et on le doit particulièrement à la moyenne bourgeoisie, qui d'ailleurs est très utile politiquement, parce que c'est elle qui est l'objet de toutes les attentions de la haute bourgeoisie dans sa guerre contre la population, parce que la population a besoin des cadres de la moyenne bourgeoisie. Et le problème, c'est que c'est pour ça qu'on t'interdit le transcourant, parce que si tu as les cadres de la moyenne bourgeoisie et la force du prolétariat, tu obtiens le fascisme. Et ça, c'est pas bien, je te rappelle. Donc, tu mais ça crée des bascules. Mais parce que derrière le fascisme, c'est pour ça
qu'on te bourre le mou avec le mythe des années 30. Pourquoi on parle des années 30 ? Pourquoi on parle des années 30 ? Je croyais que les Boches étaient nos amis. Parce que le problème dans les années 30, c'est l'autre côté du Rhin. Toujours aujourd'hui, tu me diras. Mais théoriquement, non, t'es pas censé le voir. Parce que merde, c'est ton ami, je te rappelle. Alors, pourquoi on te parle des années 30 ? T'as vu des gens bosser d'un point de vue prolétarien national en Italie ? Non, moi je vois rien. Moi je vois un pays qui, par l'euro, est en train d'être ruiné et être rempli de migrants, et grâce à l'extrême droite. Alors, où est le fascisme ? Où est le... Et pourquoi tu me parles des années 30 tout le temps ? Parce que c'est pas ça qui leur fait peur dans les années 30. Ils savent très bien ce que c'est, les années 30. Les années 30, c'est l'interclassisme. Les années 30, c'est le non-conformisme. Les années 30, c'est le moment où, si tu veux, on se rend compte qu'il y a une crise moderne et que donc les catégories du discours du maître doivent sauter. Donc tu dirais que c'est une sécession au sein même de la bourgeoisie, avec une petite classe qui se dit « mes aspirations ne sont plus vers la haute ». Exact, ouais. Exact. Et c'est là où tu as la cristallisation d'un bloc populaire. Et c'est ça qui fait peur dans les années 30. C'est ça qui fait peur. Oui, c'est d'avoir des mouvements nationalistes interclassistes avec un fort fond prolétarien et qui d'ailleurs n'ont pas comme première obsession l'antipopulaire ou l'anticommunisme. Et ça va, l'acmé et de ça va être le mouvement gaulliste, où je rappelle, il y a entre 35 et 40% des ouvriers qui votent pour De Gaulle. Hein. Et ça, si tu veux, mais tu as déjà le même problème avec les croix de feu, tu as déjà le même problème avec le rapport prolétarien de l'AF, etc. etc. Et déjà sous Boulanger aussi, quelque part, qui est une synthèse. Et la révolte républicaine de Boulanger, parce que c'est un pur républicain, Boulanger, comme Delaroque d'ailleurs. On retrouve Barrès et Clémenceau. Même problème. Tu vois. Donc si tu veux, c'est ça qu'ils veulent pas. Parce que ça fait sauter le discours du maître. Et d'ailleurs, quand tu fais sauter ce discours du maître, c'est complotiste, donc ça c'est pas bien, je te rappelle. Et on t'a donné les préposés aux idées propres. Messieurs, Reichstadt, Mendès France, etc. et autres, commis aux Écritures. Et eux, ils sont pas là. Enfin, je sais que Tristan est là pour sauver le monde, mais Rudy aussi. Là, par exemple, il est sur l'affaire Epstein. Maintenant, il est cardiologue. Je l'ai appris ce matin. Donc, c'est pour celui qu'on a trouvé mort. Rudy, maintenant, est cardiologue. C'est comme Patrick Cohen, il passe ses diplômes vachement vite. C'était le rabatteur d'Epstein. Oui, voilà. Mais je trouve qu'il passe vachement vite des diplômes. Je suis très admiratif de ces types-là. Il était dans l'armement iranien il y a encore 3 semaines. Mais donc, si tu veux, ces mecs-là, ils ne te parlent pas en permanence du fascisme, du grand patronat qui utiliserait la droite. Ils mettent une petite chic à Bolloré ou à Sterrin de temps en temps, mais ça ne va pas plus loin. Et encore, Bolloré et Sterrin, ce n'est pas le comité des forges, il faut arrêter. Mais par contre, dès que quelqu'un viole le discours du maître, tu as remarqué que ce ne sont que des flics du discours. Dès que quelqu'un viole le discours du maître, tout de suite, ils mordent. Parce qu'ils sont là pour ça. Et c'est ça, les années 30, qu'on ne veut pas. Tu vois, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'à certains moments, tu as une recoagulation de classe en dehors du discours du maître, et ce qui fait peur dans cette coagulation de classe, c'est qu'elle attire une partie de la bourgeoisie, qui est impérativement nécessaire au basculement. Et ça, c'est contre ça que l'extrême centre bat le rappel des 2 phases de la bourgeoisie parasitaire, comme disait De Gaulle, celle qui lit l'immonde, celle qui lit le Figaro, et que celle-ci fait venir à elle le lumpen prolétariat, plus un groupe important qui est une part de cette petite bourgeoisie qui, elle, est pénétrée d'un autre rapport au peuple, parce qu'elle est pénétrée par l'effet de cliquet. Ce qu'on appelle l'effet de cliquet en économie, c'est que tu ne t'identifies pas au groupe social qui est le tien, parce qu'aujourd'hui, toute la moyenne bourgeoisie est en train de déclasser. Donc, son intérêt premier, c'est d'être avec les prolos. Ouais. Lénine appellerait ça la dictature du prolétariat, mais je n'entre pas dans le concept. C'est la fameuse classe qui gagne, on va dire, de 3 000 € à 5 000 € et qui aspire à ceux qui gagnent des millions alors qu'ils sont... Alors que, si tu veux, le gap, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Et les autres n'en veulent pas. Et d'ailleurs, leur mode de vie se dégrade. Ils ne peuvent plus acheter un appartement. Ils sont obligés de partir des centres-villes. Mais et donc, comment ils vont vivre ça pour continuer à fabriquer, à être dans le système ?
Cas typique, les retraités de l'éducation nationale, tu vois, qui continuent à voter PS alors que le PS les a baisés, rebaisés, et tiers-baisés. Parce que ils vont se raconter une histoire. Et se raconter une histoire, c'est j'ai encore l'habitus bourdieusien culturel. C'est l'Europe, c'est l'Ukraine, c'est l'Europe, etc. C'est le fascisme et c'est l'antifascisme neuneux. Tu vois, Poutine, ça rime avec Staline, mais ça rime pas avec Epstein, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu vois. Donc, et il faut bien expliquer que ce qu'on explique là justement depuis tout à l'heure, c'est que ça a une représentation directe dans le champ politique, où on a d'un côté un flotteur du bloc central de droit, Retailleau, du bloc central de gauche, Glucksmann, qui sont uniquement là pour produire, on va dire, comme tu l'as très bien dit, des récits qui empêcheront une partie de cette petite bourgeoisie de droite de basculer dans le vote Rassemblement national et une partie de la petite bourgeoisie de gauche de basculer dans le vote Mélenchon de rupture. Donc ça a vraiment des répercussions, j'ai envie de dire, dans la configuration politique. Si tu veux, le problème, c'est que l'extrême centre en France ne peut pleinement pousser qu'à l'ombre de l'armée étrangère. Principalement, nos cousins embêtants qui peuvent passer une rivière. Ça a été pendant un moment les États-Unis, après-guerre. C'est très simple, hein, c'est la deuxième collaboration, hein, si tu veux. Quand tu collabores avec tout le monde. Hein. Donc, si tu veux, ils sont, comment dire, Bruxelles leur sert à ça. C'est-à-dire que Bruxelles, c'est l'armée étrangère d'occupation permanente qui peuvent leur permettre de traire le pays en étant les féodaux comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, à partir d'un strapontin, la Bundesbank. C'est la province France. Voilà, c'est la province France. L'extrême centre a besoin de l'armée étrangère, ce qui, si tu veux, est une anomalie. Parce que, malheureusement, l'extrême centre, ce qui donne anthropologiquement les somewhere et anywhere sur le temps long, hein, ils ne sont que l'acmé politique de cette sécession anthropologique qu'une partie des classes supérieures voulait faire dès le 19e siècle, mais dont elle n'avait pas les moyens, et aujourd'hui elle estime l'avoir alors qu'elle ne l'a pas. Et donc, si tu veux, tous les pays occidentaux ont des somewhere anywhere, comme tu le sais. Bien sûr. Or, si tu veux, la France, tu as un système particulier parce qu'en Angleterre ou en Allemagne, la bourgeoisie, quand elle doit écraser son prolétariat, elle le fait elle-même. Elle le fait elle-même. Elle ne demande pas un tiers de le faire. Tu as une lâcheté tu as une lâcheté ou le fait de se sentir mal, je ne sais pas très bien. Si tu veux, une mauvaise conscience qui fait que eux, ils ont besoin d'un tiers. C'est pour ça qu'ils ont tant aimé Macron. Parce que pour une fois, et c'est pas arrivé si souvent, tu vois, parce que si tu vois l'extrême centre tu vois, depuis 1870, ça a été Thiers. Ils ont adoré Thiers, parce que Thiers leur a donné du sang. Ensuite, ça a été l'extrême centre de rétractation, donc ça a été Vichy. Et ensuite, ils ont pris le pouvoir avec Giscard. Et le Canuet qui était un petit peu avant. Voilà, mais le problème, c'est que depuis, on leur promet du sang de prolo. Le problème, c'est qu'on fait que leur promettre. Parce que Sarkozy même avait promis. Sarkozy est élu comme ça. Puis il recule. Il recule parce que boucher, c'est un métier et que lui, fondamentalement, c'est un petit escroc, quoi. Tu vois, c'est un mec, il te serre la main, tu recomptes tes doigts, tu montes tes bagues. Mais il n'ira pas plus loin. Après, on a quand même eu ce préfet à la grande casquette qui a été... Mais le préfet l'allemand. Le préfet l'allemand, c'est ça. C'est un mec qui, parce qu'il crève des yeux à Bordeaux, il est surnoté, alors qu'à la base, il a un dossier administratif lamentable. C'est-à-dire, c'est un mec qui a fait un stage en Corée du Nord pour impressionner Chevènement. C'est tout ce qui a marqué dans son dossier administratif. Je crois même que sa casquette est dorénavant au musée de la police à Paris. Peut-être information à vérifier, mais je crois qu'il a légué sa casquette. C'était mieux qu'il la lègue plutôt qu'il se noie dedans. Non, mais par contre, ce que tu mentionnes, c'est quand même fondamental, parce que tu l'as dit, une partie de la petite bourgeoisie, par rapport aux conjonctures économiques, structurelles, est en voie de déclassement. Totalement. Donc là, on est quand même dans une situation, normalement, qui doit appeler à une circulation des élites, ou en tout cas, il peut se passer une bascule. Ah, mais elle est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, tu as dû voir le dossier, c'est du Point de l'Express, qui a montré qu'une partie de la jeunesse, fils de bourgeoisie culturelle,
à gauche est en train de basculer à la France insoumise. Oui, totalement. Je pense qu'on pourrait faire le même dossier avec des rejetons de la bourgeoisie de droite qui basculent peut-être au Rassemblement national. Ils le savent qu'il y a quand même un enjeu dans les années à venir, là. Justement, que ces bascules... l'un des problèmes de l'extrême centre, c'est que c'est la dernière élection qu'il peut démographiquement gagner sans faire appel à un électorat qu'il a pour l'instant perdu ou qu'il n'a jamais eu. C'est-à-dire que là, la classe d'âge économique et de représentation et d'imaginaire qu'il peut utiliser, c'est sa dernière élection en tant que classe démographiquement majoritaire. Il n'y en aura plus d'autres. Donc là, ils ont encore une pièce à mettre dans le jukebox. Ensuite, ils doivent absolument changer de braquet. Alors tu me diras, oui, mais le pays va continuer à vieillir, donc il y aura toujours des vieux. Oui, mais ce ne sera plus les mêmes. Ils n'auront pas le même imaginaire. Ils auront le ressac de l'imaginaire précédent parce qu'eux, ils en ont payé les dividendes noirs et ils seront plus pauvres. Oui. Tu comprends ? Et d'ailleurs, on voit qu'une partie des retraités fait la bascule Rassemblement national. Quand tu parles du braquet, tu parles du saut, du grand saut européen fédéral. Tu penses que l'extrême centre se dit la dernière citadelle, c'est celle-ci ? Ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, ils t'ont créé un thème qui n'existait pas dans la vie politique française quand j'ai commencé. Enfin, j'ai jamais vu qui que ce soit m'emmerder avec l'état de droit il y a 20 ans. Alors, l'état de droit, c'est quoi ? L'état de droit, c'est pas l'état légal. L'état légal, c'est la sédimentation juridique du rapport de force qui fait que toi et moi, on peut vivre ensemble. Tous les États normalement constitués sont des États légaux. Sinon, c'est que tu es dans des États arbitraires qui sont profondément des tyrannies. Donc c'est le maître qui dit. À l'époque moderne, il n'y en a pas eu des masses. C'est l'état de nature chez Hobbes. Voilà, à l'époque moderne, il n'y en a pas eu des masses. Tu vois, dans l'Europe du XXe siècle, il y a l'hitlérisme, il y a une partie du stalinisme, et point barre. Le fascisme est un État légal. Je rappelle que Mussolini est déposé par une décision juridique du Haut Conseil fasciste. Donc ça, c'est un État légal. L'état de droit, c'est de dire, ma supériorité morale est inscrite dans la loi, une loi que tu ne peux pas toucher, parce qu'elle t'est moralement supérieure. Et donc, vu que tu ne peux pas y toucher, le processus m'appartient et est au-dessus de la démocratie, vu que la démocratie, c'est pas bien, parce que la démocratie n'a pas cette supériorité morale. Les droits de l'homme l'ont. Et les droits de l'homme, ce seront les droits que je dirai d'un homme dont je définirai les contours. Tu vois ? Et toi, déjà, t'en es pas. Tu vois, c'est comme dirait l'autre, je convoque tous les amis de la dignité humaine, donc pas toi. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Et pour eux, l'eurocratie, c'est ça. L'eurocratie, c'est la réponse du rapport Crozier-Huntington sur l'ingouvernementabilité des démocraties. La démocratie, c'est pas bien. Tu sais quoi ? Tu dis aux prolos qu'ils peuvent décider de leur avenir. Mais tu sais ce qu'ils font en plus ? Ben, ils te croient. Là encore, promesse. D'il y a 2 siècles. On arrête. On n'a pas vécu la même chose. D'accord ? On n'a pas vécu la même chose. Donc nous, on retire notre parole. Parce que nous avons cette supériorité morale qui nous le permet. Parce que c'est soit nous, soit la barbarie. Et la barbarie, c'est toi. 2 siècles plus tard, ça débouche sur la déclaration de Juncker qu'on connaît tous. Il n'y a pas de démocratie contre les traités. Vote de 2005. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette cohérence. En réalité, on reproche souvent aux souverainistes d'être un peu rébarbatifs là-dessus. Bah oui, mais c'est quand même un travail éducatif qu'il s'agit de faire. Si tu veux, malheureusement, quand tu as compris la nature de certains systèmes, soit tu le gardes pour toi et tu es un salaud, soit tu les expliques. Sinon, tu es dans la pensée magique. Et toute la droite non souverainiste est dans la pensée magique. C'est-à-dire qu'ils attendent que... ou alors dans la pensée des temps messianiques. C'est-à-dire, le loup se couchera avec l'agneau. Ouais, essaye. Essaye. Ça s'appelle du gigot. D'accord ? Donc, si tu veux, voilà, moi je crois ni au temps messianique, ni à la pensée magique. C'est-à-dire pour moi, voilà, tu me l'as déjà entendu le dire plusieurs fois, moi je ne crois pas à la droite Dumbledore. Je ne crois pas qu'on fait disparaître les Arabes par magie. Donc, comme tu ne crois pas à l'avènement de l'Europe sociale qu'on professe à gauche. L'Europe sociale, c'est l'équivalent de l'Europe identitaire, c'est l'équivalent de l'Europe puissance. Tout ça, c'est ce qu'à la chasse on appelle des appos à crétins. Donc, si tu veux, voilà, c'est des appos à crétins. Et par contre, pour revenir à ce que tu disais sur cette rétractation du bloc central,
ce saut Ils n'ont pas le choix. Supranational. J'ai envie de dire, Pierre-Yves, là, on est dans un cas parfait. On est l'été, l'élection arrive dans 6 mois. Toujours pas de candidat principal du bloc central, à part peut-être Philippe qui se démarque un peu. Ça commence un peu à gigoter, là. Oui, non mais c'est là où tu as un problème qui est à mi-chemin. Tu vois, faut se méfier des notions. Parce qu'on parle de la structure et on parle de la conjoncture. Tu as parfois des choses qui sont entre les deux. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme un problème de santé. Tu vois, les gens qui ont de l'arthrite ou des rhumatismes vont comprendre ce que je dis. Chez eux, l'été ou l'hiver, selon le type que tu as, est plus grave que les autres moments de l'année. Tu vois, c'est à la fois un problème de structure et de conjoncture. Eh bien, là, tu entres dans une crise politique au sens léniniste du terme. C'est-à-dire, la classe dominante ne peut plus gouverner comme avant et le prolétariat ne peut plus vivre comme avant, de manière concomitante. C'est à la fois de la structure et de la conjoncture. Nous nous enfonçons là-dedans. Et comment ça se vit du côté du bloc central? C'est que tout simplement, avant, ils avaient, j'y reviens, l'omelette Juppéenne. Au centre, il y a les gens bien. Tu vois, c'est gardé par les préposés au discours. Donc M. Attali à gauche et M. Minck à droite. Cercle de la raison, etc. Le cercle de la raison et l'omelette Juppéenne, c'est la même chose. Hein. C'est juste une différence d'appellation. Tu coupes les deux bords de l'omelette et tu écartes les groupes sociaux. C'est toujours les groupes sociaux, les cibles. Ils s'en contrefoutent de l'état-major de la LFI. Ils s'en contrefoutent de l'état-major du Rassemblement national. Ils les ont jaugés des deux cas et ils savent que pour les 9/10, ils sont achetables dans les deux cas. Donc ça, c'est pas grave. Ils savent juste qu'il y a une partie beaucoup plus légère à LFI qu'au Rassemblement national de gens qui arrivent à un point de désespoir social que tu ne les rachèteras pas, et surtout l'électorat du Rassemblement national, qui lui est la cible des cibles. C'est-à-dire, eux, il faut les briser psychologiquement. Les amener à récipiscence. Alors si on pouvait les amener à voter contre leurs intérêts, là, si tu veux, c'est œuf, jambon, fromage. Le problème, c'est qu'ils sont pas aussi cons que ça. Tu vois, ça, c'est l'un des problèmes, c'est que ils apprennent par la praxis parce qu'ils assument leur principe de vie. Tu vois, tu leur diras pas que de vivre à côté de migrants agressifs, ce soit bien pour leurs gosses. Parce que déjà, les migrants agressifs, ils les prennent dans la gueule. Mais, donc si tu veux, il y a des choses que tu peux pas leur dire. Et d'ailleurs, ce rejet, tu vois bien, on a vu Macron aller voir les pompiers en Gironde. J'ai vu une séquence où il a un accueil de la part des pompiers. Autant dire que les pompiers mettent une distance de sécurité. Je ne sais pas si tu as vu cette scène, c'est une tension. Évidemment. Alors, quand tu connais le milieu des pompiers, tous mes copains d'enfance étaient pompiers dans mon coin quasiment. 80% de pompiers volontaires, il faut rappeler. Oui. Et mon père avait le grade de capitaine. Parce que souvent, tu le donnes à un médecin. Donc c'est un milieu que je connais bien. Là, sa barbe, je connais un petit peu. Et le problème, c'est que quand tu vois ces gens-là, qui se donnent pour les autres pour rien, on a déjà plusieurs camarades tombés pour les feux de Gironde. Oui. Là, mais ce sont des hommes qui sont dans la retenue. Tu vois, le pompier n'est pas un flic. Il est encore plus dans la retenue quand il est face à l'injustice. Parce que lui, il doit sauver tout le monde. Le flic peut décider parfois de ne pas sauver quelqu'un. A raison d'ailleurs. Souvent. Le pompier ne peut pas faire ça. Tu vois, c'est exactement comme les médecins. Tu vois, c'est obligé de soigner, quoi. Et tu vois, c'est le serment. Et le problème, c'est que là, tu as vu ces hommes, parce que moi, cette scène m'a énormément impressionné, parce que quand tu connais les pompiers, tu sais quand ils sont dans la retenue. J'ai essayé de compter au faciès, alors, ça n'a rien d'un compte scientifique, mais combien on pensait à lui en coller une. Parce qu'en plus, vu leur entraînement, pour une bonne partie, ils ont les moyens physiques de lui en coller une assez vite. Et puis là, il y avait aussi de beaux bébés, donc si tu veux, c'est pas la claque que maman lui met à intervalles réguliers. Mais ça doit être la peur de l'avion. Oui. Mais
Est-ce que tu te rends compte du degré de haine? Pourquoi? Parce que t'es tellement toi. T'es tellement pétri du pire de ta classe. Et ta classe est allée te chercher pour ça. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher un déviant. Parce qu'ils se sont dit, on a tout essayé. Les escrocs, Sarkozy, les LPH, là par hasard, Hollande. Hollande, même face aux cathos, il nous a pas donné leur sang. Pourtant, il y avait un truc, tu sais, la manif pour tous, ils auraient pu tirer dedans. Le problème, c'est que là, c'est les flics qu'on dit non. Et on va pas tirer sur des nanas avec des poussettes, faut pas déconner. D'un côté, leur ambiance de kermesse les a sauvés de ne pas être les premiers gilets jaunes. Alors que Hollande aurait voulu. On a ressorti d'ailleurs les images des CRS envoyés pour fracasser une partie des pompiers. Des images terribles. Hein. C'est horrible. Hein. Horrible. Et il ne faut pas oublier qu'on fait les dents du pouvoir constabulaire pour taper les infirmières, pour taper les pompiers et pour taper les agriculteurs. Je te rappelle que pendant l'IANA, une partie des flics sont pas là pour trouver la gamine parce qu'ils sont en train de fracasser de l'agriculteur 10 km plus loin. Je te le rappelle. Donc... Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Pour retrouver ce podcast en intégralité, rendez-vous sur notre application ou depuis notre site internet omertamedia.fr. À très bientôt.